mesdames et messieurs, la campagne électorale pour les municipales et régionales bat son plein en Côte d'Ivoire depuis le 25 août 2023. Objectif, renouveler ce dimanche 2 septembre 2023 les conseillers municipaux et régionaux respectifs de 201 communes et 31 régions. Et selon les données actuelles, la campagne est relativement apaisée et respecte les règles démocratiques. Cependant, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Qui a été mordu par un serpent fuit devant un ver de terre » pour dire simplement que l'histoire des élections en Côte d'Ivoire nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de toute forme de violence pendant les périodes électorales. C'est certainement ce qui a motivé l'ONG Afrique Espoir à initier une telle émission dont le sujet est « Élections en Côte d'Ivoire sans violence, c'est possible ». Ce en vue de pérenniser le dialogue, l'harmonie sociale, la paix sociale et bien sûr le fair-play démocratique en Côte d'Ivoire sensible, pendant cette période sensible, je veux bien dire, mesdames et messieurs, et que nous traversons. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau, bien sûr, monsieur Amara Doumbia, officier des droits de l'homme au CNDH, Conseil national des droits de l'homme, ici à Bouaké. Bonsoir, monsieur Amara. Bonsoir, monsieur. Soyez la bienvenue. Merci encore. Ok. Nous avons à côté de nous déjà madame Soro de la LIDO, entendez, Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Ok, Dieu merci alors. Et nous devrions bien sûr avoir sur ce plateau ce soir M. Kwasi Octave DR du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui malheureusement n'est pas encore là. Certainement qui nous prendra en cours de cette émission. Nous avons déjà sur le plateau également Madame Toyo du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Soyez la bienvenue. Merci infiniment. Ok. Et bien sûr, avec, pour finir, la liste des invités, déjà nous avons ici les initiateurs de cette émission. Bien sûr, je parle de l'ONG Afrique Espoir qui est représentée sur ce plateau par son PCA, Dr Kwaku Kounan Marcelin, qui est également écrivain. Bonsoir, Dr Kwaku. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Ok. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons démarrer cette émission et nous allons continuer avec les questions déjà. Alors, je vais m'adresser simplement à Dr Kwaku Kounan Marcelin. Alors, docteur, pourquoi une telle émission en cette période? Merci encore, merci à vous, chers frères acclamés, merci à BKFM, merci à tous les auditeurs de BKFM. Je voudrais donc, avant de répondre à votre question, remercier tous mes collègues de la société civile et particulièrement Madame la représentante du CNUD, ici à Bouaké, pour avoir effectué le déplacement, avoir surtout répondu favorablement à notre invitation de ce jour. Alors vous avez si bien dit, les élections en Afrique et généralement en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, ce qui nous préoccupe, c'est que ces élections sont le plus souvent émaillées de violence. Et nous avons, au niveau de notre ONG, réfléchi, et nous nous sommes dit que notre contribution était nécessaire et cette contribution pouvait se faire à divers niveaux. C'est pour cela que nous avons choisi donc, de faire donc, cette émission qui certainement, en rediffusion, pourrait impacter. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé d'organiser cette émission de ce jour. Merci beaucoup, Dr Kwaku. Une question pour nos autres invités sur le plateau. Chacun va répondre certainement en fonction de son domaine et de ses objectifs poursuivis chaque jour. Ici, déjà, pour vous, quand vous observez le déroulement de la campagne en ce moment, alors quel sentiment, quel commentaire aussi vous pouvez faire en matière peut-être de droits de l'homme? Est-ce que la campagne, on peut dire globalement que ça fonctionne, tout se passe bien? Oui, on commence par M. Amara. Merci beaucoup. Du CNDH. Il va falloir que je consacre à une vieille tradition. C'est de remercier les initiateurs de cette émission à travers Docteur, remercier aussi Radio BK FM
vous nous donnez là une opportunité essentielle dans notre mandat, parce que je vais peut-être corriger un peu, docteur, nous ne sommes pas de la société civile. Ah oui, non, oui. Nous sommes une autorité administrative indépendante. C'est ça. Donc, qu'on me permette de vous remercier à notre tour pour l'invitation que vous nous faites, pour nous permettre de mettre en œuvre un maillot essentiel de notre mandat, c'est la promotion. On ne peut pas avoir un meilleur instrument qu'une radio locale pour porter les droits de l'homme auprès du citoyen dans son intégralité. Vous posez la question, quelle observation nous faites de ce pan, parce que les élections c'est avant, pendant et après. Oui, bien sûr. Nous avons fait le monitoring, comme on le dit, de la campagne électorale dans les différents états-majors des partis politiques impliqués dans cette élection locale. Pour le moment, nous ne constatons pas une violation ou une atteinte aux droits humains pendant cette élection. Pour le moment, nous pouvons dire que globalement tout va bien, sauf quelques cas de violation d'atteinte aux droits humains dans les localités éloignées quand même. Je n'ai pas envie de citer de localités précises ici, mais pour le moment, globalement, tout va bien. Globalement, tout va bien. Nous nous tournons vers Madame Soro de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Madame, votre constat, selon vos observations, quelles conclusions vous tirez du déroulement de cette campagne-là? Avant de donner notre vous point de rapprochez un peu plus, voilà, allez-y. Nous voulons dire au nom de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, au nom du président Netumili, dire merci à tous les initiateurs de ce projet-là. Parce qu'il faut dire que c'est bienvenu. Lorsque nous parlons d'élections, nous voyons déjà peut-être les pétriments des droits humains. Donc si l'émission est déjà donnée, nous allons profiter pour dire un peu ce que nous pensons. Maintenant sur le terrain, il faut dire que nous n'avons pas encore noté en tout cas de difficultés apparentes au niveau des QG ou bien au niveau de la population. On peut dire que ça va pour l'instant. On peut dire que ça va pour l'instant pour Madame Toyo. Merci beaucoup. Je voudrais ici, au nom de la représentante résidente du PNUD, Madame Caro Flore, dire merci à l'ONG Afrique Espoir et aussi à la radio Belka FM qui ont bien voulu associer notre image à cette belle activité. J'avoue que c'est une belle initiative. Nous sommes dans une période vraiment sensible et une bonne voix de part et d'autre pourrait impacter, comme l'a dit le président, le PCA tout à l'heure. Il faut dire que je suis optimiste, comme les autres le sont d'ailleurs. Nous appuyons l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce qui est initiative nationale en matière électorale, nous ne faisons qu'apporter un appui. Alors si la partie nationale, si les institutions nationales disent qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas lieu que nous on dise qu'il y a eu des incidents. Non, je voudrais dire qu'à travers le mécanisme que nous avons mis en place, notamment les comités de veille que nous avons mis en place avec le médiateur de la République et le comité de gestion de conflits que nous avons mis aussi en place avec la direction de la solidarité, Mazumé n'est pas là, il allait intervenir sur la question. Pour le moment, nous n'avons pas encore enregistré d'incidents. Et nous suggérons aussi que tous les acteurs qui sont présents ici, ensemble, on marche dans cette même voie-là pour qu'ensemble, on puisse avoir des élections vraiment sans violence. Des élections sans violence, Dr Kwaku Marcelin, tout le monde semble dire que tout va bien pour le moment. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de certains éléments particuliers qui, au fur et à mesure de la campagne, on sait qu'il y a de l'intensité au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de certaines choses, certains comportements? Voilà. Bien, a priori, non, je dirais non, parce que je n'ai aucune raison de penser qu'on doit s'inquiéter. Mais tout simplement, ce qu'il faut, c'est de rester vigilant, tout simplement. Parce que une chose, ne pas s'inquiéter, une autre est de quand même rester vigilant, parce que le responsable du Conseil des droits de l'homme l'a dit, une élection, il y a plusieurs pans, c'est plusieurs niveaux. Vous avez la période pré, pendant, et puis surtout quand on va donner les résultats. Parce que généralement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des moments, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les choses montent crescendo. Au début,
chacun s'estime gagnant. Chacun pense qu'il va gagner, donc il n'a pas intérêt à mettre le désordre. Mais lorsque on commence à sentir qu'on est un peu mal placé, et là, la mauvaise foi commence à prendre le dessus. Et puis bon, vous vous rendez compte que ce qui a semblé très beau, joli, tout le monde est en train de qualifier cela aujourd'hui, vers la fin, ça se termine mal. Donc il faut rester vigilant. Ça, c'est ce que je peux dire. Il faut rester vigilant. Mesdames, messieurs, y a-t-il des risques? Est-ce qu'on s'inquiète des risques? Moi, je pense tout simplement que c'est la phobie générale qui habille toutes les élections depuis un certain nombre d'années en Côte d'Ivoire. Une phobie peut être une peur justifiée ou non, mais je pense qu'il y a des lieux de s'inquiéter quand on se réfère à son passé récent. Mais en tout état de cause, ces phobies-là viennent du fait que toutes les parties engagées, depuis les institutions nationales aux formations politiques pour aller jusqu'aux militants, n'ont pas la maîtrise de ce qu'on appelle les droits humains en période électorale. Il faut travailler suffisamment dessus et une occasion nous est donnée là, c'est de lancer un appel, comme a dit tout à l'heure le docteur. Oui. La phobie est plus justifiée parce que nous avons un passé récent. Mesdames, sur la même question. Bon, sur la même question, nous à la Ligue, on peut dire qu'il faut être vigilant, comme le docteur l'a dit, parce que maîtriser l'être humain, c'est difficile, nos comportements. Donc, il faudrait être vigilant pendant les élections et après les élections, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi le problème des fake news, si je peux m'exprimer. Oui, les fake news. Voilà. Donc, dès qu'on va prononcer les résultats, les résultats normalement doivent être proclamés par la CI. Et on peut jeter déjà des informations pêle-mêle sur les réseaux sociaux qui peuvent attiser la haine, la vengeance, etc. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Voilà un peu. Il faut être vigilant sur ce point. Madame Toyo, si vous voulez réagir sur la même question, mais je vais ajouter en même temps pour dire, est-ce que aujourd'hui, vos différentes institutions ont des mécanismes d'alerte ou des mécanismes mis en place pour préserver la paix et l'harmonie sociale? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons mis en place vraiment plusieurs structures pour non seulement faire de l'alerte précoce, mais en même temps gérer de façon rapide certains cas de violence qui pourraient se présenter. Et là, nous avons mis en place dans les 4 départements de la région de Békay les comités qu'on appelle les comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale, oui, avec le médiateur de la République. Ces comités ont été formés, on les a équipés et on pense qu'ils sont sur le terrain pour travailler. Mais en même temps, avec la direction de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, nous avons aussi dynamisé les commissions de gestion de conflits naturels qui existaient dans les différents départements. Donc nous pensons que ces comités sont à pied d'œuvre. Lorsqu'il y aura un incident, bien avant qu'il y ait un incident, rapprochez-vous un peu plus de votre micro. Bien avant qu'il y ait un incident, oui, déjà faire de l'alerte précoce. Mais si l'alerte précoce n'a pas suffi, que l'incident se pose, il faudra qu'on puisse rapidement le signaler pour que les structures mises en place puissent déjà encadrer cet incident. Alerte précoce et conflit naturel, j'ai retenu ça dans vos propos. Conflit naturel dans certaines régions. De quoi parlez-vous comme ça? Des conflits généralement qu'on a l'habitude de voir comme conflits agriculteurs-éleveurs qui peuvent venir mettre le feu de l'huile sur le feu au moment en période électorale. Des conflits qu'on a dans la communauté qui sont peut-être latents, que les élections pourraient venir envenimer. Que les élections pourraient venir envenimer. Alors, docteur Papo, on le sait, l'ONG Afrique Espoir a initié cette émission, mais est-ce que en votre sein, vous prévoyez d'autres actions dans ce cadre-là toujours électoral, pour un climat électoral apaisé? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça aurait pu même se dérouler maintenant, et vous me donnez l'occasion d'y revenir, parce que vous savez, le vote, le droit de vote est un droit fondamental, c'est un droit essentiel, et nous accordons vraiment un prix à ce droit de vote-là. Et pour nous, pour exercer correctement ce droit de vote, il faut qu'il y ait la cohésion, il faut qu'il y ait la paix. Il faut surtout privilégier le dialogue. Préparer toujours le terrain de sorte que toute phobie, comme le sort de l'homme l'a dit, puisse être écartée. Alors l'action
principal que nous allons mener certainement dans la période de 2024, c'est nous avons donc monté un film institutionnel. Un film institutionnel, et on se ferait fort d'aller présenter ce film aux autorités, en commençant par les autorités de Bouaké, notamment la préfecture, le Conseil des droits de l'homme, le PNUD, tous ceux avec qui nous collaborons actuellement. On va aller présenter ce film-là. C'est un film institutionnel, un petit film de quelques quinzaine de minutes, ça vaut 15, je crois 10, une dizaine de minutes, et qui fait la promotion du dialogue et de la paix, la cohésion sociale. C'est un appel très important sur lequel nous travaillons, et dès que c'est bouclé, on va vulgariser cela. Donc c'est un projet phare. Maintenant, pendant les élections présidentielles, bien sûr, lorsque nous allons rentrer dans la période, nous allons dévoiler ce que nous avons prévu. Déjà, ce que je peux dire, c'est vrai, c'est pas peut-être le moment, mais je lance rapidement un appel au Conseil des droits de l'homme et au PNUD, aux autorités, à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la société civile. Je l'ai dit tout à l'heure en aparté, nous sommes une institution jeune, mais nous pouvons démontrer que nous avons posé des grands pas au niveau de Bouaké déjà. Et donc, certainement, on va venir vers vous, et puis voilà. Des grands pas au niveau des Bouaké. Alors, mesdames et messieurs, on ne veut plus reprendre en cette période, on ne veut plus revenir sur les erreurs du passé. Et vous qui êtes des organisations des droits de l'homme ou humanitaires, vous avez des rapports bien dressés des différentes crises passées. Alors, quels sont les actes comportementaux, selon vous, d'un point de vue des partisans? Et aussi, si on essaie de voir du côté des candidats, quels sont les actes comportementaux qui sont susceptibles de générer des violences pendant cette période? C'est tout ce qui va toucher de loin ou de près à une atteinte à un droit en période électorale. Nous savons que les normes juridiques, c'est-à-dire les textes nationaux et internationaux, ont consacré un certain nombre de droits à toutes les parties, que ce soit la CEI, que ce soit la formation politique, ou le candidat indépendant, ou encore le militant censé aller voter. Tous les comportements sont encadrés par des textes nationaux et internationaux. Il va falloir les observer scrupuleusement. Il va falloir observer ces textes et on ne vous dira pas d'assimiler tous les textes, mais un certain nombre d'éléments qu'il faut vraiment respecter. Les élections locales, pour nous, c'est pour le développement local. Et qui parle de développement économique, social et culturel, fait référence aux droits économiques, sociaux et culturels, donc dans l'intérêt supérieur du citoyen local. À partir de ce moment-là, nous pensons, et je ne cesserai de le dire, cette émission-là, elle est essentielle. Ça nous donne la capacité de parler. Après, pour nous, ce serait de faire l'alerte précoce pour arrêter, comme ils l'ont dit tout à l'heure, la violation qui est en train d'être commise pour l'arrêter. On dira que peut-être c'est le pompier. Mais à la réalité, c'est le mandat qui nous est chié. Nous observons. Parce que avant, pendant et après, ça devient une observation, parce que c'est sur le long terme à peu près. Dans ces conditions-là, nous sommes là pour visiter les états-majors, observer, mais ce qui est ressorti, c'est le discours de la campagne. Le discours de la campagne. Le discours de la campagne, vous l'avez si bien dit, doit être apaisé. Parce que un discours à la radio, dans la presse, prépare à de graves atteintes des droits de l'homme. Il faut en faire le monitoring, l'archiver et, si possible, interpeller les auteurs de ces propos pour que plus jamais ces propos ne sortent parce que facteur demain de graves violations des droits de l'homme en période électorale. Ok, merci beaucoup M. Doumbia. Madame Soro, M. Doumbia s'est très bien exprimé dans un français juridique éloquent. Déjà pour le citoyen qui se trouve à Probo, je dirais quelque part à Diabo,
qui nous écoute en ce moment, quels sont les actes normalement qu'il devra éviter pour ne pas en arriver, bien sûr, à des actes de violence plus tard? Nous disons qu'il faut en période... Vous vous rapprochez de votre micro, parce que c'est important ce que vous allez dire. Voilà. Nous disons qu'en période électorale, il faut pouvoir s'appuyer sur le comportement des humains. Le comportement, parce qu'il s'agit d'aller vers la paix. S'il y a de l'incivisme qui est créé pendant les élections, il va sans dire que nous envenimons déjà la situation un peu fragile. Oui. Donc, pour nous, il faut s'appuyer sur les textes qui régissent l'élection électorale des localités. Il faut que l'élection aussi soit libre. Il ne faudrait pas que pendant les élections, un groupe de personnes puisse entraver le fait d'aller voter à un certain nombre de groupes d'électeurs. Il y a tout cela qui fait qu'il faut être attentif et donc voilà. Ok. Avec Mme Toyo, certainement les autres éléments vont ressortir. Donc, une élection libre, le discours de la campagne doit être apaisé. Alors, Madame, à leur suite. Merci beaucoup. Je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Je ne vais pas revenir de façon nominative sur les actes que certains pourraient poser. Mais je veux dire que c'est tout acte qui tend à influencer soit un électeur, soit un candidat, ou à travestir les résultats qui vont sortir des urnes. Ok, ou à travestir les résultats qui vont sortir des urnes. Ce sont ces actions-là qui pourraient créer de la violence au moment en période électorale. Et docteur Kwaku? Bien, alors, je pense qu'il faut se situer aux 3 niveaux. C'est vrai, le premier niveau, la période pré-campagne est passée. Dieu merci, on est sorti de cette période. La période de campagne, comme le doyen l'a dit, il faut avoir un discours apaisé. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est d'accepter ce droit à la différence. On n'a pas une culture démocratique assez poussée dans nos régions, ça se comprend d'une certaine façon, mais le plus souvent, on refuse, quelquefois même au sein de certains partis politiques, les gens ne sont pas prêts à accepter qu'il y ait des voix discordantes. Et donc, moi, je suis libre d'aller faire campagne dans une localité. Et puis, quand j'arrive dans la localité, je m'arrange subtilement à faire en sorte que le prochain candidat n'ait pas accès ou qu'il vienne et qu'on ne le reçoive pas. Donc ça, c'est un comportement proscrit. Il faut accepter ce droit à la différence. Vous êtes tous candidats, vous avez été portés par la CI à valider vos candidatures. Vous devez donc avoir cette culture démocratique que lorsque vous passez, que d'autres personnes puissent passer. Et peut-être on peut se projeter, on ne peut pas trop développer, mais on peut se projeter pour dire que le plus souvent aussi, c'est vrai, nous sommes en train de passer un règlement, cette autre phase, c'est la deuxième étape. La troisième étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est plus compliquée, c'est les résultats. Et lorsque vous n'avez pas gagné, il faut avoir toujours cette culture démocratique. Lorsque vous n'avez pas gagné. Quelquefois, c'est facile de dire ils ont triché. Bon, généralement, on n'a pas de preuves. Si vous avez des preuves, il faut documenter et puis passer par la procédure normale. Parce que la violence, le plus souvent, c'est tout le monde qui perd. Ce n'est pas le seul parti qui a perdu, ce n'est pas le seul candidat qui a perdu, mais c'est toute la population qui perd. Et aussi, ce que je voulais conseiller, pour m'arrêter pas trop aux choses, c'est d'avoir le triomphe modeste. Parce que quelquefois, vous avez effectivement gagné. Mais celui qui est en face, qui a perdu, il n'a pas totalement démérité. Il a eu le courage de se présenter. Mais j'ai dit d'avoir le triomphe modeste. Pourquoi? Parce que quelquefois, les moqueries, les railleries, il y a des propos, il y a des comportements qui font qu'on a gagné, on se trouve tellement grandi que l'autre n'est plus rien. Et bon, ça frustre, ça peut frustrer, et puis ça peut provoquer des réactions de ces militants, et puis ça peut s'envenimer, et puis voilà la situation. Donc ça peut s'envenimer, M. Doumbia. Oui, je voudrais rebondir sur un élément important que le docteur vient d'évoquer, c'est la culture démocratique. Que ce soit, je devrais en principe m'adresser à ceux qui ont candidaté pour les élections locales. À quoi sert en principe leurs différentes périodes de pré-campagne? Il faut former les militants. Il faut former les électeurs à leurs droits et à leurs devoirs.
pouvoir en période électorale. Parce que le candidat lui-même jouit, selon 3 textes, la Constitution, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits, ils ont tout un paquet de textes qui leur donnent un droit, la liberté d'opinion et d'expression. Mais cette liberté d'opinion et d'expression n'est pas la porte ouverte à tout. Si vous avez fait des injures graves au nom de votre liberté, après les élections, vous êtes poursuivable devant les juridictions nationales. Donc, en fait, il faut éduquer, installer ce que vous avez appelé tout à l'heure la culture démocratique. Pour vous, pour vos militants et pour votre pays. Parce que la démocratie aujourd'hui est constitutive d'un élément assez important de ce qu'on appelle l'état de droit. Si on a un regard international sur votre pays pour dire que c'est un état de droit, ça nous grandit tous au niveau national comme au niveau local. Pour chacun d'entre nous, nous sommes fiers que nous soyons considérés comme un état de droit. Mais les pré-campagnes aujourd'hui sont utilisées à d'autres fins malheureusement. Sinon, les acteurs politiques devraient consacrer cette période de pré-campagne à la formation civique de leurs différents états-majors et leurs militants. De leurs militants. Alors, nous sommes c'est une émission publique et le principe se veut que nous fassions quand même un tour du côté de notre public qui est composé bien sûr des différentes délégations du CNDH, de la LIDO, du PNUD et bien sûr de AFES. Mesdames et messieurs dans le public, certainement on ne se voit pas de face, mais j'aimerais que vous applaudissiez pour nos intervenants sur le plateau et pour vous-même. Merci. Et je vais demander à la régie de faire venir un micro. J'ai posé une dernière question tout à l'heure. Alors, si certaines personnes dans le public veulent intervenir, alors c'est le lieu d'intervenir pour cette question. Et après, on poursuit avec nos invités. Alors, on va faire un tour du côté du public. Qui prend la parole, qui veut lever la main pour réagir à tout ce qu'on a dit déjà. Il n'y a personne. AFES. Le CNDH, personne ne veut réagir pour le moment. Alors, oui, il y a une réaction. Vous vous présentez? Oui, c'est Maître Soro. Oui. De la Ligue Rwanda des droits de l'homme. Oui. Donc, par rapport aux actes à éviter, oui. Voilà, c'est une communication, il faut éviter la communication violente. Donc, la communication violente, c'est le fait d'aller déchirer aussi les affiches. Une forme de communication. On commence à voir dans certaines localités que des affiches ont été déchirées. Donc, il faut éviter cette forme de communication. Voilà la campagne. Que même l'homme le plus malheureux, le plus petit parti, a un amour propre. Donc, il tient à sa dignité et à cette fierté avec laquelle il est né. Donc, tout parti doit éviter comment on appelle ça, le complexe de supériorité et pour les autres, le complexe d'infériorité. Donc, chacun. Voilà, donc effectivement, il y a diverses formes de violence. Qui veut intervenir à la suite de Maître Soro? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait intervenir à la suite de Maître Soro? Voilà, donc. Ok, alors, mesdames et messieurs sur le plateau, vous avez encore une fois de plus la parole. D'aucuns disent qu'il est difficile d'accepter la défaite. Il y a des personnes même qui disent je n'aime pas l'échec. Voilà. Et donc, comment, dans ces conditions où on a mobilisé des efforts, on a galvanisé des jeunes, et à la suite, c'est parce qu'on a voulu, même quand même qu'on croyait qu'on était le favori. Voilà, moi, pour les compétitions de la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire était favori. Nous, on pensait qu'on allait remporter et finir, on nous fait sortir. Alors, mesdames et messieurs, dans ces conditions, comment réagir face à la défaite? La question pour les partisans
et même pour le candidat. On va commencer par une dame. Ok, allons-y, madame. Je voudrais dire que c'est une compétition comme toute autre compétition. Dans un jeu, il y a toujours un gagnant. Celui qui perd doit humblement accepter sa défaite et puis se dire que j'ai une autre chance à la prochaine étape. Donc voilà un peu. Pour une élection apaisée, il faudrait que l'esprit soit préparé à cela. Je tombe, je suis tombé, j'accepte, c'est mon frère, et puis bon, la vie continue. Donc voilà un peu comment moi je vois l'esprit en cette période si fragile. Voilà. Monsieur Doumbia. Oui, mais écoutez, c'est aussi simple que ça. On ne va pas en compétition en croyant à une seule alternative, celle de gagner. Il faut envisager de faire aussi. Mais c'est ce que je dis, et je reviens sur le thème du docteur, il nous faut une culture démocratique. Il faut l'installer patiemment, mais efficacement, pour dire que oui, nous pouvons gagner, mais nous pouvons perdre. En même temps, leur dire que, attention, tout acte qui sort du code électoral ou des droits reconnus aux uns et aux autres, tout acte avant, pendant ou après peut faire l'objet de poursuites judiciaires et finalement on a vu que le responsable lui-même ne l'assume pas. C'est celui qui pose l'acte qui l'assume. Mais c'est tout ce qui devrait être un tout dans le même sac, dans les états-majors. Et quand nous allons visiter les états-majors, nous ne voyons pas les responsables tenir la plus petite cellule de formation à l'endroit de leurs militants. C'est l'euphorie générale, c'est normal, hein, c'est la campagne électorale, c'est les parades, mais vous n'allez jamais voir avant, pendant ou après les élections la plus petite cellule pour dire aux militants voilà où s'arrêtent nos droits. On a le droit d'être élu et de voter, on a le droit de faire ceci, on a la liberté d'opinion et d'expression, mais attention, voilà nos limites au regard des lois de la République. Si nous outrepassons ça, nous risquons ça. C'est aussi un volet aussi important pour le pays, pour obtenir ce que vous avez dit tout à l'heure, l'élection apaisée. En dehors de ça, c'est tous les risques qui peuvent advenir. Vous vous souvenez, peut-être, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie. Il y a encore des manifestants de 2020 qui sont encore incarcérés. Mais ça n'empêche pas les différentes formations politiques de continuer leur vie politique et de continuer même à se présenter à des élections. Il faut former les militants. Il faut les former encore et toujours pour obtenir l'élection apaisée. Autant vous brandissez leurs droits, autant leurs devoirs, leur comportement pendant la période électorale. C'est plus responsable. C'est plus responsable, Madame Toyo voudrait réagir. Oui, je voudrais intervenir sur surtout la question de formation. Tout à l'heure, le confrère l'a dit, les candidats devraient prendre cette période pour former leurs électeurs, pour former leurs partisans. Oui. C'est ce qu'ils ne font pas. Et c'est ce qui est le rôle maintenant de la société civile. Et nous, au PNUD, on a trouvé bon d'accompagner la société civile pour effectuer ces formations. Nous avons formé plus de 500 jeunes dans la région de Béquet sur les questions de civisme, la lettre précoce et la non-violence. Nous avons aussi formé les décideurs. Et nous avons appuyé certaines ONG à instaurer le dialogue en période électorale. Donc je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Autant nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs que nous devons respecter parce que dès la fin, c'est la loi toujours qui va primer, c'est la loi qui va nous régir, nous tous. Ok. Là, vous parlez d'alerte précoce. Ça fait plusieurs fois que vous employez l'expression. L'alerte précoce, qui fait l'alerte précoce? Dans quelles conditions et comment? Merci beaucoup de me poser cette question. Comme je l'ai dit, le mécanisme est déjà mis en place. S'il vous plaît, voilà. Vous vous rapprochez, voilà. Le mécanisme est mis en place dans les 4 départements de la région.
nous avons déjà un comité qui est mis en place dans les 4 départements. Et ce sont les membres du comité qui sont formés, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire de l'alerte précoce. Oui. On peut collecter les informations, mais on n'est pas habilité à faire de l'alerte précoce. Donc ce sont ces membres qui ont été formés qui feront de l'alerte précoce. Mais ça sera fait à travers tout le monde. Moi, je vois une situation dans mon quartier, automatiquement, je contacte le membre du comité, qui est soit le président, parce qu'on a pris les leaders, qui est soit le président de jeunes, qui est soit le président de telle communauté, que ce soit la communauté Baoulé, la communauté Malinké, la communauté Ougoro et j'en passe. Vous contactez le leader de la communauté, vous lui dites, voilà cette situation qui est en train de se préparer ou qui est en train de débuter. Si vous n'agissez pas, voilà ce qu'on va faire. Donc c'est comme ça. Vous envoyez les informations et celui qui est formé pour faire de l'alerte précoce, au fur et à mesure, c'est à qui transmettre l'information que vous lui avez demandé, juste pour vérifier, pour voir la véracité de cette information. Au fur et à mesure, on va en crescendo pour trouver le responsable ou la personne habilitée à résoudre le problème. Merci pour cette belle explication. Docteur Kwaku, on parle de formation et de culture démocratique. Alors, ces derniers temps, des Ivoiriens se lèvent pour critiquer un tant soit peu le fait que les candidats ne mettent pas en avant leur programme, mais quand ils vont en campagne, ils proposent plutôt des dons aux populations. Alors, est-ce que ça, faire des dons ou proposer un programme, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas typiquement ivoirien ni africain. C'est des choses, le plus souvent, comme on dit, quelqu'un l'a dit, quelquefois le peuple ne mérite que les dirigeants, ils ont. Si vous donnez l'impression que c'est à travers des billets de 500 francs, 2000 francs que vous allez voter le candidat, c'est de bonne guerre. Le candidat ne viendra pas vers vous avec des discours, avec des séances de formation qui ne vous intéressent pas. Et donc c'est à nous, c'est pourquoi je pense que les périodes de formation ne doivent pas se limiter que pendant la période des élections ou les périodes de pré-campagne. Ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Les formations doivent être à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire parce que tout le monde y a intérêt. Lorsque nous sommes tous formés à cette culture démocratique dont je viens de parler, avec les institutions, l'appui des institutions bien sûr, nous sommes plus aptes à accepter que l'autre soit différent, que l'autre puisse gagner, que moi je puisse perdre. C'est de ça que vous avez parlé tout à l'heure. Donc les formations sont nécessaires à tous les niveaux. Et je pourrais dire, pas seulement en période électorale ou préélectorale, mais avant et peut-être pendant cette période. C'est plus important parce que les candidats eux-mêmes ont besoin de formation. Parce que le plus souvent, on parle peut-être de ceux qui sont avec eux, mais en réalité, les candidats eux-mêmes, il y en a plein. Je peux dire peut-être que tous ont besoin d'un minimum de formation à divers niveaux, de sorte que le candidat acceptant certaines choses, connaissant ou maîtrisant mieux l'écosystème, avec tout le cadre juridique, avec tous les éléments de droit, de loi qui existent, combien de candidats sont prêts à aller s'asseoir pour des séances de formation? Combien le font? Alors moi, je voudrais terminer sur le point, en disant à Madame la représentante du PNUD que l'ONG Afrique Espoir est là. Lorsqu'on fait, désormais, quand vous allez recruter des gens, nous, de la société civile, il faut penser à nous. Voilà, nous sommes là. Ouais. Ok. Alors, on parle toujours de la société civile, de culture politique. Quel conseil ou quel commentaire aussi pouvez-vous faire de ce... Vous avez parlé de... Oui. J'avais voulu réagir là-dessus, sur la question du refus, si vous voulez. J'ai dit quelqu'un qui est toujours. Comment accepter la défaite? Voilà, accepter la défaite. J'ai dit, mais moi, de mon point de vue, ce n'est pas une question d'accepter ou de refuser. Si vous ne voulez pas l'échec, il faut préparer la réussite. Je dis, la réussite se prépare, le succès se prépare, mais l'échec ne se prépare pas. Si vous voulez échouer à un examen, vous voulez échouer à la campagne ou échouer aux élections, vous n'avez pas besoin de préparation. On ne prépare pas. Donc, si vous savez que vous n'êtes pas bon perdant et que vous voulez forcément gagner, alors mettez-y les moyens. Tous les moyens nécessaires jusqu'à la formation dont on a parlé. Il y a des gens qui envoient des personnes aller les représenter. Ces personnes-là, ils vont les ramasser quelque part dans la rue. Ils n'ont aucune formation. Il n'a aucun intérêt même que tu gagnes. Et tu ne le sais pas, mais tu comptes sur lui. Il est ton représentant dans un bureau de vote.
Et le plus souvent, il y a des éléments, des conflits par delà. Ce monsieur qui peut-être s'attend à ce qu'on lui donne un peu de quelques billets parce qu'il est dans un bureau de vote, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc si vous avez perdu, vous avez gagné, ce n'est pas son problème. Donc la formation, on revient toujours à cette notion de formation, pas pour la forme, il faut qu'on soit vraiment sincère. Et je dis, depuis les gouvernants jusqu'à la société civile, aux organisations internationales qui nous appuient, il faut qu'on en fasse un élément fondamental au niveau même de la CEI. La CEI n'est pas représentée ici, mais la CEI devrait pouvoir faire de ce moment-là de formation une obligation pour tous les partis. Moi, je me rappelle, je termine rapidement, je me rappelle lorsque moi je faisais un peu encore la politique, qu'à notre niveau, il y avait un secrétariat chargé de la formation. Un secrétariat chargé de la formation. Et on en faisait, moi j'en ai bénéficié. Tous les Gassano Dibi, les Quadio, les Améagents qui étaient syndicalistes de formation, ils nous ont formés. Donc il y a des choses quand même qu'on a pu apprendre. Voilà, je voulais m'arrêter là, je ne voulais pas... Oui, voilà, madame. Les dames voudraient parler, mais je vais ajouter en même temps cette question. Ceux qui font aussi de la revendication identitaire, soit religieuse, ou régionale, ou ethnique, est-ce que dans la campagne, ces choses-là, par moment, au niveau des candidats, est-ce que c'est vraiment normal, c'est acceptable? La revendication religieuse identitaire, quoi. Oui, allez-y. En fait, je voulais rebondir sur l'intervention du PCA que j'ai trouvée très intéressante. Il dit qu'on peut aussi regarder de l'autre côté de la médaille. Lorsqu'on perd, ce n'est pas forcément un échec, on gagne toujours. Parce qu'il faut apprendre de nos erreurs. Aujourd'hui, je n'ai pas gagné, peut-être que je n'ai pas bien fait quelque chose. Donc c'est aussi une opportunité pour moi de mieux faire demain. Donc il faut que les candidats se mettent cela dans la tête. J'ai perdu aujourd'hui, voici les erreurs que j'ai commises et demain, je ferai autrement pour pouvoir gagner. Parce que c'est tellement de la folie de penser qu'on va faire les mêmes choses et atteindre des résultats différents. Maintenant, la revendication identitaire. Vraiment, ce sont des questions tellement sensibles qu'elles ne devraient même pas être en période électorale. On ne devrait même pas parler des questions identitaires parce que nous sommes comme le confrère des droits de l'homme l'a dit. Votre micro. L'a dit, on est tous égaux en droit et en devoir. Que tu sois, je ne sais pas de quelle identité, parce que je n'ai pas envie de citer, mais moi également. C'est des choses qui me cœurent en fait. On ne devrait même pas trouver les questions identitaires dans une élection. Non. On pense au développement de notre localité, on choisit la personne qui est à même de pouvoir nous apporter ce développement. Et je pense que c'est la réflexion que tout le monde devrait mener. Tout le monde devrait mener. Monsieur Doumbia. Oui, moi je remercie le PNUD d'avoir évoqué la question de l'alerte précoce. Nous, au Conseil national des droits de l'homme, on a fait une formation dans ce sens, mais la problématique de la base en matière de l'alerte précoce nous pose des problèmes. Sinon, c'est une très bonne chose d'aller à la base et de former à l'alerte précoce, qui est un mécanisme essentiel pour arrêter tout de suite une violation des droits de l'homme à travers la structure compétente. Vous avez parlé de don en période électorale. Il faut le condamner tout de suite sur ce micro pour dire que quiconque profite de cette période électorale pour aller distribuer en numéraire ou en enduit doit être poursuivi pour achat de conscience parce que c'est interdit par le code électoral. Alors, ça, quand il s'agit de l'évocation de l'ethnie, de la race, en période, c'est l'expression de quelque chose que le docteur l'a dit, malheureusement l'Afrique vit. Lorsque les partis politiques, je le dis ouvertement, sont taillés à travers des régions ou des ethnies, il faut s'attendre qu'en période électorale, on fasse de ça un instrument de campagne, un instrument de propagande. Et on touche ici du bois, un des facteurs essentiels des élections non apaisées. C'est le premier facteur de conflagration de tout ce qui est comme processus électoral. Il faut arrêter ça. Et puis peut-être même l'inscrire dans presque tous les textes. Quiconque se livrerait en campagne ou bien en pré-campagne ou le jour du vote à l'exaltation de la région ou de l'ethnie sont
quel que soit le résultat, ça doit être invalidé par la République, par des lois. Parce qu'il faut encadrer ces choses-là. On sait d'où vient notre mal, il faut alors corriger le mal. On est sur un plateau, il faut se garder d'un certain nombre de propos. J'ai été observateur à Boumi pendant les élections présidentielles et j'ai fait 3 jours de séquestration dans cette équipe. Je me souviens pourquoi ça est arrivé, comment ça est arrivé. Donc je suis bien placé pour dire qu'il faut corser un peu la loi électorale pour tous ceux qui se livrent à des achats de conscience et en même temps à l'exaltation du niveau de la région en période électorale. En période électorale, il y a Mme Soro qui voulait réagir. Je voudrais rebondir sur le fait des dons pendant les périodes électorales. Parce que je pense que ça ne sert à rien. Vous pouvez donner quelque chose, des sacs de riz, des t-shirts, mais en fait, celui à qui vous donnez, est-ce qu'il est inscrit sur une liste électorale? C'est ça la question. Donc pour nous, la promotion de la formation était une bonne chose. Ça ne sert à rien. Ce que vous allez utiliser pour faire des dons, mieux vaut former votre électorat. Donc voilà un peu. Il vaut mieux former votre électorat. On nous fait savoir que M. Kwasi Octave, directeur régional du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, nous a rejoints. Alors j'aimerais qu'on lui passe le micro pour qu'il dise un mot. Je voudrais déjà m'excuser. Vous savez que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en cette période est beaucoup sollicité. Nous étions à Diabo, relativement à la situation de campagne que nous suivons. C'est un peu comme de l'huile sur le feu. Mais je suis d'accord avec tout ce que les différents participants à cette émission sont en train de dire. Vraiment, je m'inscris dans tout ce que vous êtes en train de dire. Pour toutes ces questions, que ce soit les questions d'alerte précoce, les questions de formation, les questions de s'appuyer, ou de demander aux électeurs de s'appuyer sur le programme des candidats, je suis tout à fait d'accord dessus. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'au niveau du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, relativement à ces élections, il y a le directeur général de l'OSS, M. Kouloua Tuizon, qui a déjà déployé sous instruction de la ministre la batterie des observateurs. Voilà. Donc ils sont déjà là, ces observateurs sont là et ils sont déjà prêts pour observer. Mais avec quel mécanisme? Avec quel mécanisme? C'est le mécanisme d'observation proactive, c'est-à-dire lorsque vous voyez un fait incitant dans un lieu de vote ou bien dans un bureau de vote, c'est bien de remonter le fait à qui de droit, mais en tant que directeur, en tant que droit de l'homme, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation qui est en face de nous? Comment est-ce qu'on remonte l'information? Comment est-ce qu'on remonte l'information vers qui de droit pour pouvoir apporter une solution? Et c'est sur cette base qu'il faut capitaliser. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est des candidats en période de campagne ou en période électorale qui vont saluer leurs camarades. C'est des candidats qui reconnaissent leur défaite et qui vont vers celui qui a été élu par le peuple, qui reconnaît la victoire. C'est des partisans qu'on voudrait voir, qui acceptent leur défaite, mais qui vont vers ceux qui ont eu et qui dansent ensemble. C'est ce que nous voulons voir. Parce qu'après ces élections, ce n'est pas la guerre. Effectivement, mais quel est votre message, vous, en tant que PNUD, vous, en tant que CNDH, vous, en tant que LIDO et vous, en tant que AFES? Vous avez la parole. Nous allons commencer par Mme Soro. Nous avons un message de paix. Nous lançons un appel de paix à tous les candidats d'abord, aux électeurs également, de faire un effort sur eux. La vie n'est que, comme on appelle, paix, si je peux m'exprimer ainsi. Quand il y a la paix, tout le monde y gagne. Donc il va falloir quand même dominer ses sentiments, ses émotions, comme l'a dit le directeur le directeur régional du ministère de la Solidarité. Il faut faire violence sur soi, accepter sa défaite et avancer avec l'autre. C'est ça la paix. Okay. Voilà. Monsieur Doumbia. Bon, alors, je pense que le citoyen est au centre et à la fin de ce processus électoral-là.
qu'il aille voter au nom de son droit de vote et son droit d'être élu, qu'il prenne ça comme un droit fondamental, mais qu'il n'oublie pas l'article 23 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'en allant voter, je dois contribuer à la paix et à la sécurité dans mon pays, en garantissant tous les droits à l'autre, puisque je suis muni des droits fondamentaux. Que je parte pour préserver l'intégrité physique de l'autre, l'intégrité morale, et que même après les élections, je me dois d'avoir une posture où je me dis que c'est la loi de la démocratie, qu'il faut l'accepter et que finalement c'était un jeu et que nous repartirons avec des programmes meilleurs l'année prochaine pour vaincre. Encore une fois, paix et sécurité doit être le leitmotiv de chacun, depuis le candidat jusqu'au, je ne dirais pas au citoyen lambda, au votant lambda, jusqu'au simple citoyen qui n'a que son arme pour voter, son bulletin. Qui n'a que son bulletin pour voter. Madame Toyo Depnu, voilà votre dernier mot, votre message. Merci beaucoup. Nous disons que les élections apaisées contribuent à la consolidation de la paix, et la paix est une condition sine qua non pour le développement. Pour nous, Agence des Nations Unies, Programme des Nations Unies pour le développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et à travers nos initiatives, nous avons plusieurs initiatives qui impactent les élections, notamment le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire avec la CEI. À travers toutes nos initiatives, nous disons que nous sommes tous engagés pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et tous engagés pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, Dr Kwakukona Marcellin. Votre mot de fin, vous représentez AFES, l'ONG Afrique Espoir. Oui, au nom donc de l'ONG Afrique Espoir, je voudrais remercier encore une fois nos invités qui ont accepté vraiment de façon assez spontanée, c'était au pied de course, et qui ont donc représenté les différentes institutions sur ce plateau. Alors moi, mon mot de fin, je voudrais dans un premier temps m'adresser à la CEI. Modestement, peut-être que je n'ai pas cette taille-là pour m'adresser à la CEI, mais je le ferai modestement, parce que pour moi, la CEI doit rester vigilante. La CEI doit rester en éveil. Parce que la CEI peut faire un travail important à la base, mais si la CEI manque de vigilance, cela peut provoquer des situations et quelquefois légitimes. Donc, j'invite la CEI à rester vigilante, à veiller à ce que la transparence des élections soit de mise, de sorte que aucun candidat ne se sente frustré, ne se sente, ne sente pas que le jeu n'a pas été transparent. La deuxième, ceux à qui je veux m'adresser, c'est les candidats. Je voudrais donc dire aux candidats, comme certains m'ont déjà dit, que chacun doit pouvoir considérer les élections comme un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est un jeu qui a besoin d'être démocratique. Démocratique, donc si j'ai perdu, l'autre a gagné, je dois pouvoir l'accepter. Wow. Le dernier mot s'adresse. Oui, mais écoutez, vous ne pouvez pas me courir. Le dernier mot, je voudrais m'adresser aux électeurs. Oui, les électeurs doivent comprendre que les élections, ce n'est pas la fin du monde. Notre vie ne doit pas s'arrêter aux élections et chacun doit pouvoir comprendre que c'est un jeu, nous allons participer. Si nous avons gagné, c'est bon. Si nous n'avons pas gagné, nous allons travailler pour que l'année prochaine ou les échéances futures nous puissions gagner. Donc, je souhaite simplement que ces élections se déroulent sans violence, sans aucune espèce de violence, paix, dialogue et solidarité et surtout sans violence en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Kwakukona Marcellin. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beke FM, c'était à l'instant une édition spéciale initiée par l'ONG Afrique Espoir en collaboration avec la radio Beke FM pour parler de paix, de cohésion sociale, fair play démocratique, harmonie sociale. Et pour inviter, nous avions bien sûr sur ce plateau M. Amara Doumbia, officier des droits de l'homme, représentant ici bien sûr Mme Kourouma du CNDH, Conseil national des droits de l'homme.
Nous avons également Madame Soro de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, représentant ici Maître Soro. Et bien sûr, nous avons aussi M. Kwasi Octave, directeur régional du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Madame Toyo était également avec nous. Elle est représentante du PNUD, coordonnatrice nationale des projets au programme des Nations Unies pour le développement. Et enfin, nous avons les initiateurs représentés ici par Dr Kwaku Kona Marcelin, DG des établissements Henri Poincaré et écrivain, auteur d'un troisième livre qui est Les droits fondamentaux à la croisée des chemins. Voilà. Merci beaucoup et que la paix soit et demeure en Côte d'Ivoire, qui est notre bien précieux à tous et à toutes. Merci.